Dans l'un de vos articles sur le blog du programme Octave, vous dites que le management classique est devenu contre-productif. Pouvez-vous tout d'abord nous rappeler en quelques mots ce qu'est et ce que vous entendez par management classique ? Alors le management classique, c'est ce que beaucoup ont connu et peut-être quelques-uns connaissent encore. C'est j'ai été promu, donc j'ai le pouvoir et je décide et j'ai un bataillon de personnes qui font ce que je leur ai demandé de faire. C'est du moins ce qu'il y a dans la tête du manager. C'est-à-dire qu'il pense que les gens qu'il a dans ses équipes sont à son service. Alors ça c'est le classique. Alors que je pense qu'au contraire, sa fonction maintenant c'est d'être au service de ses collaborateurs. Donc il y a une mutation à 180 degrés à faire dans la tête et dans ses comportements. Alors comment faut-il réinventer ce management classique pour l'entreprise d'aujourd'hui ? Quels sont les changements urgents, en tous les cas, à mettre en œuvre ? Alors les changements urgents, c'est de nommer managers des gens qui ont les talents et le goût pour exercer cette fonction, comprise comme une fonction qui a deux rôles. C'est de transférer de l'énergie en absorbant le stress, dynamiser les équipes, et puis d'amener chacun de ses collaborateurs à se dépasser, aller aussi loin qu'il peut aller avec les atouts dont il dispose. Je ferai un peu le parallèle avec les parents. Si vous avez quelques enfants et qu'il y en a un qui est un peu moins doué que les autres, vous ne le mettez pas dehors. Vous ne dites pas bon, celui-là je vous le redonne, il ne me va pas. Au contraire, vous allez essayer de trouver là où il va s'épanouir. C'était peut-être pas ce que vous aviez imaginé, mais c'est ça que vous allez chercher. Maintenant, le rôle du manager, je crois que c'est assez comparable. Alors, il existe de très nombreux modèles de management qui proposent des approches différentes. Alors, comment choisir le bon modèle ? Alors, je dirais que si on savait, avec le nombre de formations management qui existent depuis des années, je crois que ça se saurait. Je pense qu'il n'y a pas de modèle. Alors bien sûr, on va trouver dans la littérature des modèles. Je pense que ça explique plus que son comportement managérial doit être adapté à la situation. C'est sûr qu'un management de crise n'est pas un management long cours. Les priorités ne sont pas les mêmes. Et il doit être adapté à la personnalité du collaborateur. Forcément, s'il a en face de lui quelqu'un qui est à la fois impliqué et compétent, c'est superbe, sauf qu'il peut penser qu'au bout de quelques temps, la fonction va user et il sera moins intéressé par cette fonction. Donc il faut qu'il pense quand même mobilité derrière. Mais après ça, si le collaborateur n'est pas intéressé, c'est pas la peine de dépenser beaucoup d'énergie. La seule énergie qu'il faut dépenser, c'est où sont ses talents, en quoi ces talents peuvent être utiles à l'entreprise. Et si on faisait ça, je pense que les plans de formation maigriraient sacrément, les plans de mobilité pourraient sérieusement augmenter. Alors, vous utilisez beaucoup le mot finalement manager. En entreprise, on entend de plus en plus le mot leader. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ? Ou est-ce que finalement c'est la même chose ? Je crois que quelle que soit la fonction, et je vais l'élargir même au monde syndical, c'est intéressant d'être un leader. Le manager, c'est la fonction. Par contre, si on touche au leadership, je pense qu'on touche à la personnalité profonde. C'est un travail de longue haleine si on n'est pas en équilibre soi-même. Donc, manager me paraît plus réaliste. Leader, c'est l'idéal. D'où l'importance de ne promouvoir comme manager que des gens qui ont justement un peu ce profil et qui naturellement sont des leaders. Pourtant, je me dis, mais alors, c'est quoi les principales compétences du manager d'aujourd'hui ou de demain ? Je ferai surtout attention à son équilibre personnel. Quand je dis équilibre personnel, c'est qu'il soit en paix avec lui-même. Parce que si vous n'êtes pas en paix avec vous, vous allez être en guerre forcément avec le monde et les environs. Et vous pensez que l'ennemi est dehors. Or, en fait, l'ennemi, il n'est pas dehors. L'ennemi, il est dedans. Et ce qu'il faut, c'est que vous changiez votre façon de voir l'extérieur. Pour voir les points forts, pour voir comment vous pouvez valoriser tout ce qui existe et pas un peu récriminer tout ce qui ne vous va pas bien. Ce qui ne vous va pas bien, en général, c'est ce qui vous renvoie quelque chose qui, chez vous, vous n'aimez pas. Donc, c'est vous qu'il va falloir changer. De toute façon, essayez, quand vous voyez le mal que vous avez à vous changer vous-même, comment voulez-vous espérer changer l'autre ? Il faut le prendre tel qu'il est. Parce que je pense que demain, les nouvelles générations, qui libèrent en même temps la parole des plus anciennes, elles ne vont pas du tout accepter le management autoritaire et de droit divin. Et donc, comme elles se comportent aujourd'hui, généralement, elles s'en vont. Elles ne discutent même pas. Ça ne leur convient pas, elles s'en vont. Je suis assez frappée de voir combien les jeunes, quand le contrat prévu n'est pas rempli, quittent l'entreprise.
Ils ont toujours été dans le changement. Ils n'ont pas peur du changement. Donc ça change tout. Qu'est-ce que les collaborateurs attendent de moi? Pour ça, on peut répondre. À mon avis, ils attendent 3 choses. Le manager a ce comportement, donc il crée une vision. Il est soucieux de développer, de trouver les talents des uns et des autres, de leur donner matière à s'exprimer et de les pousser dans leurs points forts. Et s'il est soucieux aussi par son comportement de donner un là qui fait une ambiance agréable parce qu'on ne juge pas, on est focalisé sur là où on veut aller, on sait que personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs, il n'y a que ceux qui font rien qui n'en font pas. Donc si on a cette tolérance-là, mais c'est au manager de donner le là pour ça. Généralement, l'ambiance est assez agréable. Si on a rempli ces 3 points-là, je crois que c'est pas mal. Il y a sûrement mieux, mais c'est déjà pas mal. Oui, en effet, c'est déjà pas mal. Donc vous pointez dans votre livre « L'art du management » que les managers efficaces arrivent à rester eux-mêmes face à leurs équipes. Comment on fait pour rester soi-même? On n'est pas en guerre avec soi. On s'accepte tel qu'on est. Et on aura de bonnes surprises. Quand on veut être autre chose que ce qu'on est, donc on se force à être qui on croit qu'il faut être, ou qui on pense que les autres attendent que vous soyez, ça sonne faux, parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Or, le langage corporel, il compte beaucoup plus que le langage verbal. Donc en face, on décode votre langage corporel. Qu'est-ce qu'on en déduit? On ne peut pas avoir confiance en lui. Et si on n'a pas confiance dans son manager, il ne se passera rien, que de la défiance. Donc, il n'y a pas le choix. Et puis après tout, on n'est pas si mal que ça. On a tous des défauts et des qualités, et si on les reconnaît, moi j'ai vraiment été frappée, parce que j'ai fait des erreurs comme tout le monde, de comment mes collaborateurs étaient vraiment très indulgents avec moi quand je faisais une erreur. Bien évidemment, je la reconnaissais, mais je m'attendais à ce que ça grince un peu. Et bien pas du tout. Et ils étaient moins sévères que moi, à mon égard. Ce qui veut dire qu'il faut un minimum de bienveillance à son égard, accepter ce qu'on est. Ça génère de la confiance. Et si on a la bonne posture dont j'ai parlé avant, la mayonnaise ne peut que prendre. Alors vous dites que le management est un art, et cela témoigne de la complexité du métier, mais un art, ça peut aussi se travailler. Alors pouvez-vous nous partager un exercice pratique qui vous a aidé à progresser dans l'art du management? Ce qui m'a le plus aidé à progresser, c'est d'écouter mes collaborateurs. J'ai pris parfois de sérieuses leçons. Plus que tout ce que je pouvais avoir appris sur les bancs de l'école. Je peux prendre un exemple pour montrer combien, bien que j'ai eu la formation qui normalement allait bien pour ça, bien que j'ai eu déjà une dizaine d'années d'expérience, j'ai vraiment toujours appris en écoutant mes collaborateurs. C'était un matin, et donc j'avais un responsable textile qui avait mis en tête de gondole, je me souviens du produit, vraiment un truc invendable. On le donnait, les gens n'en voulaient pas. Donc il traînait ça dans sa réserve depuis longtemps, et la tête de gondole, c'est la devanture du magasin. Donc si vous mettez ça, les gens vont le voir, ils passent dans l'allée, ils vont le voir. Donc il disait, je vais pouvoir m'en débarrasser. Il était venu à 4h du matin, à 5h pour faire tout ça, dont cette tête de gondole, et moi j'arrivais à 7h. Grand luxe. Et je passe et je vois ça. C'est pas possible, on peut pas laisser ça. Il était très courtois, vraiment très sympathique. On n'avait pas envie de lui faire de peine. Donc je prends beaucoup de gants pour essayer de lui expliquer que c'est peut-être pas. Bon, il faut qu'il en fasse son deuil. C'est pas vendable. Et il faut le donner à une bonne œuvre. Et puis mettre en tête de gondole, ce qui vraiment va faire une bonne image de son rayon textile. Et alors, lui qui était si courtois se tourne vers moi, me regarde avec un air un peu, pas très, très bienveillant, et il me dit sur un ton que je ne l'avais jamais connu, « Bon alors, vous voulez quoi ?» Je ne sais plus ce que j'ai répondu, mais probablement on a dû discuter du produit rapidement. Je lui ai dit « Vous avez autre chose ?» Probablement, c'est ça. Puis après, c'est le deuxième temps, c'est j'écoute le collaborateur et après je réfléchis à ce qui s'est passé. Après, on peut en reparler quand la mousse est retombée, quand c'est devenu calme, avec le collaborateur pour vérifier si son retour d'expérience et l'analyse qu'on en a fait est bonne. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Il était 7h, le magasin ouvrait à 8h30, il avait plein de choses à faire. Sa tête de gondole, ça convenait pas. Bon, alors au plus vite, on la change.
Et il n'y a pas le temps de discuter d'autre chose, parce qu'à 8h30, le rideau ouvre, hein, quoi qu'il arrive. Donc il était forcément stressé. Et la seule chose qui lui était importante à ce moment-là, c'était de répondre à mon desiderata, et puis on en discuterait plus tard, éventuellement. Donc je crois que le conseil, c'est ça, écoutez, si quelque chose vous surprend, revenir quand la mousse est retombée, quand on est au calme. Donc je reconnais mon erreur, et puis on s'en explique, et on sait mieux travailler ensemble après. Et je crois que s'il y a une chose, c'est pas dans les livres, c'est pas dans les stages, on peut prendre conscience d'un certain nombre de choses, hein, mais c'est en pratiquant. Donc il y a pas, pour moi, il n'y a pas de vraie formation au management, il n'y a pas de remède miracle, il y a l'apprentissage de la vie. Il faut écouter, en tirer les leçons, vérifier qu'on ne fait pas fausse route. Et comme vous avez une grande diversité de collaborateurs, c'est excessivement riche. Alors, je ne dis pas que je ne ferai plus d'erreurs, peut-être j'en fais un peu moins qu'avant. Mais c'est sans fin, parce que c'est vraiment un art. On n'a jamais fini de se perfectionner dans un art. Donc à chaque fois, c'est sur le fil du rasoir, et à chaque fois c'est un art. Puis de temps en temps, vous tombez du fil du rasoir. L'important c'est d'y regrimper. Hein. Merci Monique pour ce podcast très riche. En tous les cas, je pense que tous nos auditeurs vont avoir pris plein de choses. Et en tous les cas, gardez tous les conseils dont vous nous parlez. Pour être manager, finalement, il n'y a pas de recette, puisque c'est un art.